Je vous propose de faire une synthèse conférencière sur ce que je viens de vous dire, qu'on pourra après continuer par un débat. J'ai 5 points que j'aimerais évoquer avec vous. Un retour très succinct sur les facilités illusoires du passé. Ça pourra nous faire comprendre, nous aider à comprendre un certain nombre de phénomènes. Deuxième point, l'atténuation progressive qu'on a connue dans un passé récent, des potentialités budgétaires des collectivités locales. Troisième point, le comportement des collectivités locales face à cette donne régressive, c'est ce qu'on vient d'illustrer tout à l'heure. Quatrième point, le renforcement des péréquations. Et le cinquième, un peu vague, mais qu'est-ce qu'on peut attendre d'un certain nombre de réformes qui sont plus ou moins annoncées. Je ferai une conclusion un peu lapidaire pour ouvrir le débat. Alors, premier point, retour sur les facilités illusoires du passé. Nous en avons parlé avec Alain Guingamp dans notre dernier ouvrage, là. On rappelle que les finances locales ont connu leur heure de gloire dans les années 80, qui expérimentaient la décentralisation. C'était le temps d'une très forte autonomie fiscale et de la hausse significative des concours financiers octroyés par l'État au monde local. C'était l'expression keynésienne d'un soutien à l'investissement local qu'accompagnait le déficit des comptes publics nationaux. Je vous rappelle que l'indexation de la dotation globale de fonctionnement en 2011, elle a culminé à 8% quand l'inflation, en 1991, excusez-moi, quand l'inflation n'était que de 3%. Oui. L'autonomie fiscale, c'est vrai que ça a eu son heure de gloire au début des années 1980, quand les collectivités locales bénéficient de valeurs locatives, d'assiettes fiscales larges, évolutives, à dominante économique. Oui, 3 qualités essentielles pour le financement des collectivités locales. De surcroît, les taux d'imposition étaient encore bas, en tout cas par rapport à ce qu'ils sont aujourd'hui. Ils ont pratiquement doublé depuis 1980. Et ça autorisait à l'époque un accroissement de la pression fiscale qui était destiné, pas à se faire plaisir, mais à répondre à la demande accrue en biens et services publics locaux. Deuxième point, l'atténuation progressive des potentialités budgétaires des collectivités. L'autonomie fiscale n'a cessé de régresser au profit de dotations supportées par le budget de l'État. L'assiette de la taxe professionnelle, on ampute de 16% de sa valeur en 1987, et puis de 34% donc, en 2003. Et ces fractions envolées, elles seront désormais compensées par des dotations de l'État aux collectivités locales. Alors ces fractions qui sont parties, elles échappent aux modulations de taux d'imposition. C'est là la perte d'autonomie fiscale principale. Il y a aussi l'effet base qui est perdu. Mais l'effet principal, c'est l'échappement à la modulation des taux d'imposition de ces bases de taxes professionnelles envolées. Alors il restait à parfaire la désintégration de cet impôt local, alors, je reprends les termes de notre livre, cet impôt local dont la rentable imbécilité s'avérait vigoureusement productrice de biens publics locaux. Alors ce fut fait en 2011. Alors les dotations et compensations étant financées par l'impôt national et le déficit public, les indexations qui leur assuraient une trop bonne progressivité ont été revues à la baisse, successivement en 2012, en 92, en 96, avec l'apparition des pactes de stabilité dans cette enveloppe normée regroupant l'ensemble des concours financiers d'État aux collectivités locales. Alors plus récemment, entre 1998 et 2007, l'enveloppe connaît une progression nominale de 20% encore, vous voyez. Si j'enlève l'inflation, c'est une progression en volume de 5%. Jusqu'en 2007, les collectivités locales connaissent une progression en volume de leurs concours financiers. Les exercices 2011 à 2013, ceux qui sont dans la tête de tous aujourd'hui, sans projection qu'on fera tout à l'heure, c'est un gel. C'est un gel en valeur, c'est-à-dire une diminution en volume. Donc ces dernières années,
ces 3 dernières années, hein, il y a eu une perte de pouvoir d'achat liée à ces dotations-là du côté des collectivités locales, puisque leurs dotations ont diminué chaque année en volume. Alors maintenant, ce qui va se passer, c'est fait sans précédent, hein, les concours financiers chuteront lourdement hein, entre 2014 et 2017, comme on l'a vu. Hein. Pourquoi ? Parce que ces dotations seront associées à l'effort de redressement des finances publiques nationales. L'affaissement brutal des dotations d'État aux collectivités locales générera en outre, pour les communes, un effet multiplicateur dû au fait que se réduiront en conséquence les subventions et fonds de concours qu'elles reçoivent des départements et des régions, voire des groupements de communes pour les communes, lesquels se recentreront, quelles que soient les réformes qui se produiront, hein, se recentreront sur leurs dépenses obligatoires. Alors, on l'a vu, hein, par l'amputation des recettes externes des collectivités, on veut créer un effet contraignant le niveau de leurs dépenses. On n'a pas l'intention de les faire augmenter leurs impôts locaux. Alors, troisième point, du coup, on l'a un peu évoqué tout à l'heure, quel sera le comportement des collectivités face à cette donne régressive ? C'est évident que les collectivités, les élus de ces collectivités sont confrontés à la nécessité impérieuse de réduire leurs charges d'exploitation. Résultat auquel contribuera très modestement le gel du point d'indice. Bon, cependant, vous le savez tous, les normes et règlements, on parlait surtout des règlements finalement, qui s'imposent aujourd'hui aux collectivités, rendent difficilement imaginable l'obtention rapide d'une baisse du fonctionnement qui soit à l'échelle du problème posé. Surtout dans l'immédiat. On peut donc s'attendre à une baisse de l'épargne que nous attendons dans la quasi-totalité des collectivités territoriales. D'un autre côté, l'investissement constituera une variable d'ajustement inévitable. Surtout d'ailleurs si la ponction, une partie de la ponction s'effectue au travers du FCTVA. Enfin, l'investissement dans tous les cas de figure donc, sera une valeur d'ajustement. C'est inévitable. C'est la seule façon de réduire le recours à l'emprunt qui, soit dit en passant, est boosté par la baisse de l'épargne. N'oublions pas qu'on attend tout de même une réduction de la dette publique, toute administration confondue. Mais il reste une variable. Vous savez, le recours traditionnel jusqu'à ce jour, le recours à l'impôt. Le recours à l'accroissement des taux d'imposition constituera cette fois un levier moins facile à activer qu'auparavant. D'abord parce que le niveau atteint par la pression fiscale laisse moins de latitude au consentement des citoyens à l'impôt. Et ensuite parce que la refonte fiscale de 2010-2011 a rogné le pouvoir fiscal local attaché aux entreprises. Ça, c'est extrêmement important. Vous vous rappelez, je vous disais que dans la période passée, il y avait un impôt avec des valeurs locatives larges, évolutives, à dominante économique. C'est plus du tout le cas. C'est plus du tout le cas. Donc on a bien cette question qui est posée. C'est un nouveau paradigme qui est tout nouveau, ça. Tout nouveau. On n'a pas encore été confronté, depuis la réforme fiscale, à des besoins d'augmentation de la pression fiscale. Ce n'était pas le moment, c'était en fin de mandat. C'est maintenant que ça se pose. Et donc on a un deuxième effet par rapport au premier que j'ai évoqué, qui est celui du niveau atteint par la pression fiscale en général. Et la deuxième, c'est que si on veut augmenter la pression fiscale, on a moins de latitude sur l'impôt d'entreprise. L'impôt, aujourd'hui local, porte principalement sur les ménages, on verra si on a le temps, au niveau intercommunal. Par conséquent, il ne devrait plus posséder, comme l'a écrit dans notre livre Alain Guingamp, ce qu'il appelle la flexibilité, quand le surplus de ressources, des relèvements de pression fiscale émanaient principalement des entreprises. Autre chose, face à un besoin d'élévation de la pression fiscale, contrarié par l'engagement politique de sa stagnation, et face à un report de la demande de biens et services publics vers l'intercommunalité. Qu'est-ce qui va se passer ? Les augmentations fiscales se produiront de manière détournée dans l'intercommunalité. Surtout là
où de surcroît, on n'a pas entendu, c'est normal, beaucoup de promesses. Alors, quatrième point, le renforcement tendanciel des péréquations. Alors, les effets de la crise du financement public seront difficilement supportables par les collectivités les plus pauvres, dont les frais de fonctionnement sont peu compressibles. Cette raréfaction grandissante des financements externes incite le législateur à amplifier les péréquations correctrices, ne serait-ce que pour protéger au mieux de la récession les collectivités qui connaissent des difficultés. Les collectivités les plus riches vont donc être confrontées ici aussi à un effet multiplicateur applicable au phénomène de récession générale. Et oui, s'il y a un effet national, donc de réduction globale des dotations, mais que cet effort est ciblé, évidemment, il faut ajouter, par effet multiplicatif, c'est pas un ajout, hein, donc à ce premier effet, le deuxième qui est lié à la discrimination qui est faite dans les participations. Alors, il est admis que les politiques de correction des inégalités donc, sont plus faciles à mettre en œuvre en période de croissance. Ah oui, puisque vous corrigez l'inégalité en donnant plus de croissance de dotation à ceux qui en ont le plus besoin, et en donnant moins à ceux qui en ont moins, et ça réduit de fait les inégalités sans qu'il y ait une diminution nominale donc, ou réelle des dotations des plus riches. Or, ici, c'est tout le contraire qui se passe. Car c'est bien, en fait, en période de stagnation, des dernières années, des concours financiers de l'État, qu'est apparu le besoin d'amplifier la performance de la péréquation en prélevant sur le stock de ressources des uns pour attribuer le prélèvement qui en ressort aux autres. Ces dispositifs de transfert relèvent de ce qu'on appelle la péréquation horizontale. Elle va monter en puissance dans les années à venir, en période de chute des concours financiers de l'État aux collectivités locales. Vous faites monter la péréquation horizontale au moment où chutent considérablement les concours financiers de l'État. C'est le cas du fonds intercommunal et communal, le fonds de péréquation nationale, intercommunal et communal, le FPIC, dont le rendement est appelé à croître étonnamment dans la période qui s'annonce. Alors, vous voyez que c'est un peu une ironie de l'histoire, parce que c'est une récession qui aura permis de rapprocher les capacités de production des biens et de services publics des collectivités locales, ou tout au moins, de mieux réduire les inégalités territoriales, de charges et de ressources. Alors, dernier point, qu'est-ce qu'on peut attendre, de manière un peu vague, des réformes annoncées? Alors, les quelques réformes annoncées en matière de gestion locale ou de fiscalité locale sont-elles susceptibles d'atténuer significativement le problème posé par la réduction drastique des sources de financement des collectivités locales? Le redéploiement des attributions départementales au profit des régions se traduirait par des économies faites au niveau des politiques d'intervention de ces collectivités, donc, régions et départements. Ces politiques d'intervention, ça passe par des guichets d'octroi de subsides aux associations, aux groupements de communes, aux communes. Alors, on va bien sûr chercher des économies de gestion liées à une mutualisation, à une limitation des coûts de coordination. Mais les vraies sources d'économies, on les trouvera dans la réduction des fonds de concours aux associations, aux communes et aux groupements. Ce qui veut dire en fait que, vous voyez bien que ce que je disais tout à l'heure donc, est à prendre en considération dans les communes et groupements, c'est qu'il faut bien se rendre compte que tout effort de rationalisation de l'organisation d'intervention publique doit se traduire, donc, pour que ce soit significatif, par une réduction des aides publiques. La dépense publique donc, passe donc par le fait qu'elle se rationalise, qu'elle se spécialise, qu'elle se concentre sur un certain nombre de projets, donc, eh bien, par la diminution du montant général de l'aide publique. Ce qui, évidemment, confronte les collectivités locales, comme je l'ai dit tout à l'heure, à un problème d'effet multiplicateur donc, de la réduction des concours dont elles bénéficiaient. Donc ça n'atténue pas fondamentalement, pour les communes et groupements, c'est plutôt le contraire, on va dire, le problème de la raréfaction des financements nationaux.
La réforme des valeurs locatives, alors elle est souhaitable pour corriger des injustices fiscales vécues par des contribuables. Mais à côté de cela, concernant les budgets des collectivités locales, la redistribution des cartes fiscales ne saurait apporter dans l'immédiat des ressources fiscales supplémentaires, car la réforme se fera à produit constant. Il ne faut pas être naïf, il ne faut pas se dire que la réforme fiscale, elle est faite pour apporter plus d'impôts aux collectivités locales. Donc c'est une préoccupation de justice sociale et territoriale qui a été la source de ce besoin, cette nécessité de réformer la fiscalité locale directe. Le gagnant dans cette affaire pourrait très bien être l'État d'ailleurs, puisque on pourrait très bien voir certains contribuables favorisés par la réforme fiscale, voyant donc leur impôt diminuer, mais comme ils bénéficiaient d'un dégrèvement, ils ne paieront pas moins, mais l'État supportera donc moins de dégrèvement. C'est quand même une idée en vogue. En revanche, ceux qui, par le relèvement de leur valeur locative à produit global constant, donc paieraient plus d'impôts, eh bien, c'est cela qu'on entendra parler d'augmentation, quelquefois très forte, de la pression fiscale. Donc, on ne peut pas se contenter de dire que la réforme des valeurs locatives, aussi souhaitable soit-elle, est un élément capable de résoudre le problème de la diminution des ressources fiscales. Alors, je vous passe quand même un certain nombre d'effets dynamiques qui se produiraient, mais je ne rentre pas dans le détail. Alors, autre réforme annoncée, celle de la dotation globale de fonctionnement, qui là aussi est quelquefois présentée comme étant la solution au problème. Alors, connaissant assez bien le problème, on se demande qu'est-ce qu'on va faire de plus. Quel objectif on donne à cette réforme? Il existe déjà une dotation forfaitaire qui, vous l'avez vu tout à l'heure, est décroissante au profit d'une dotation de péréquation qui, elle, augmente. Si on veut augmenter les dotations de péréquation, en plus de ce que l'on fera déjà au travers du FPIC, il faut savoir qu'on n'a pas besoin d'une loi pour cela, puisque le comité des finances locales, on l'a vu aussi tout à l'heure, a toute latitude pour prélever sur la dotation de garantie ou la dotation de compensation, pour augmenter la dotation de péréquation. Les outils existent. Reste que oui, il est très important de revoir le calcul de certains critères et qui ne supportent pas leur imbrication, les imbrications des éléments qui composent les formules entre communes et groupements. Il est impératif de revoir un certain nombre de critères, donc plutôt le mode de calcul de ces critères. Et puis, on pourrait aussi fusionner un certain nombre de fonds. Mais cela n'apportera rien de plus aux collectivités. Il n'y a pas de solution à trouver au sein de la dotation globale de fonctionnement pour résoudre le problème. La seule chose que pourraient espérer certains, c'est que le niveau de la péréquation se stabilise de façon à ce qu'il n'y ait pas l'effet multiplicateur dont je parlais tout à l'heure pour les collectivités les plus riches. Et il est certain qu'un certain nombre de collectivités bien dotées aujourd'hui en ressources fiscales, c'est-à-dire collectivités riches, seront sans doute vent debout à un certain moment, quand elles seront extrêmement contributrices dans les systèmes de péréquation, en même temps qu'elles participeront aussi à l'effort de redressement, auquel elles participent plus du fait qu'elles ont plus de recettes réelles de fonctionnement. Donc je ne vois pas bien comment, sur le plan de la DGF, on peut vraiment faire quelque chose qui aille encore au-delà de ce qu'on a trouvé avec le FPIC, lequel voit, à mon avis, sa montée en puissance sans doute contrariée dans le futur par le fait des effets multiplicateurs de ceux qui sont contributaires à tous les étages. Alors, faute de réformes structurelles, on nous proposerait la mise en place d'un coefficient de mutualisation. Pourquoi faire ainsi doublon avec le coefficient d'intégration fiscale? Ou alors, on a qu'à me dire que le coefficient d'intégration fiscale n'est pas un bon critère. C'est bien celui qui mesure le degré d'intégration, non pas simplement fiscale, mais la résultante de l'intégration de compétences. Conclusion très lapidaire, presque laconique, car tout ça est quand même compliqué à résoudre. Donc c'est pas en donnant comme ça des recettes miracles qu'on va résoudre le problème. Mais enfin, si on étudie relativement parlant les choses, les unes par rapport aux autres, je vous
donnerai, pour finir cette considération, la nécessité de rationaliser et de simplifier la gestion publique devrait plutôt conduire à puissamment inciter à la fusion des communes et de leurs groupements. Une incitation, une vraie incitation, pas celle d'aujourd'hui, qui est une très pâle incitation financière des communes à la constitution de communes nouvelles. Une véritable incitation à la fusion, c'est-à-dire fin de la mutualisation. Pourquoi? Parce que la mutualisation, elle est totale, donc on n'en a plus besoin. C'est la fusion. Alors la fusion, ça résout énormément de problèmes techniques. Alors bon, je ne vais pas vous expliquer ce qui nous apparaît justement utile dans la fusion du point de vue très technique, pour simplement dire que la disparition des établissements publics de coopération intercommunale qui en découleraient serait sans doute la solution la plus logique et la plus efficace au problème d'imbrication et de superposition que pose l'émiettement territorial. C'est un peu ce que je voulais vous dire en passant, sachant que j'ouvre maintenant le débat sur d'autres voies peut-être de résolution du problème auquel tout le monde dans cette salle va être confronté. Merci.